On se trouve dans le dépôt visitable du Lathénium. Il faut savoir que le Lathénium a environ un demi-million d'objets dans ses collections, que 2500 objets sont présentés dans le parcours permanent du musée, qu'une partie de ces objets sont aussi présentés dans le cadre d'expositions temporaires, thématiques qu'on organise ici, mais qu'une grosse partie du patrimoine du Lathénium se trouve dans des dépôts. On a décidé d'aménager, il y a déjà de nombreuses années, un dépôt visitable, c'est-à-dire un dépôt accessible à un public intéressé, des chercheurs par exemple, ou des visiteurs qui souhaitent en savoir plus que ce qu'ils ont pu apprendre dans l'exposition permanente, et qui peuvent donc avoir un complément de cette façon-là, voire davantage d'objets que ce qui est exposé dans les vitrines du parcours permanent. Les objets sont présentés de façon très simple. Il y a une scénographie qui est très dépouillée parce que l'idée, c'est de montrer les objets comme dans une collection de référence. Ce que les visiteurs peuvent voir dans ce dépôt, ce sont des objets exposés selon un ordre chronologique et en fonction de sites qu'on considère comme représentatifs de l'archéologie et de la préhistoire du canton de Neuchâtel. Ces objets, c'est des objets qui viennent par exemple du site de l'Athènes, qui a donné son nom au Lathénium, des nombreux sites lacustres qui ont été fouillés entre le 19e siècle, le milieu du 19e siècle et aujourd'hui, dans le lac de Neuchâtel, donc les sites d'Auvergnat par exemple, de Hauterive-Champrévert, de Saint-Blaise, qui sont des sites du néolithique et de l'âge du bronze, mais c'est aussi des sites moins connus, comme par exemple le site de la Baume du Four, qui est connu depuis la fin du 19e siècle, qui a été fouillé en 1871 par Édouard de Sort, puis à nouveau au début du 20e siècle par Gustave Bellenaud, et qui est un site qui se trouve dans les gorges de la Reuse. Alors, à la Baume du Four, on a retrouvé des objets qui sont représentatifs de différentes périodes archéologiques, donc on a assez vite compris que cette grotte avait été occupée à différents moments de la préhistoire et de l'histoire. Alors, dans ce dépôt visitable, on trouve encore un autre type de collection qu'on appelle ici des collections exotiques. Alors, c'est évidemment le point de vue du Lathénium sur ces collections qui ont été héritées par le Lathénium parce qu'elles se trouvaient dans l'ancien musée qui présentait de l'archéologie à Neuchâtel au XIXe siècle. C'était un musée d'histoire qui avait des collections historiques, de beaux-arts, mais aussi d'archéologie, d'antiquité. Et on y trouvait à la fois des objets préhistoriques, mais aussi des objets d'origine lointaine, grecque, romaine par exemple, ou même syrienne, d'origine iranienne aussi, qui avaient été réunis par des collectionneurs de la région qui étaient des amateurs d'archéologie ou des personnes qui ont séjourné dans ces lieux pour des raisons professionnelles, par exemple, et qui ont ramené avec eux des objets, des sortes de souvenirs de voyage, probablement pour eux, ou des curiosités exotiques, mais qui sont devenus des objets à valeur scientifique, qui ont été ensuite étudiés par des chercheurs à différentes périodes ultérieures. Donc ces objets, ils se trouvent dans nos collections. On essaie de les valoriser de différentes manières, notamment à travers l'enseignement. Il y a un séminaire qui est donné à l'Université de Neuchâtel dans lequel on demande aux étudiants d'étudier un objet qui fait partie de ces collections exotiques et où le but, c'est de reconstituer les trajectoires de ces objets, les itinéraires suivis par ces objets, de s'intéresser aux différentes personnes qui les ont mobilisés. Je parlais du voyageur qui ramène ça dans ses bagages comme un souvenir exotique, de l'objet qui devient un objet scientifique à partir du moment où il est exposé dans un musée, où on va s'y intéresser pour son caractère de production de connaissances, et qui devient un objet patrimonial lorsqu'il se retrouve dans les collections du Lathénium. Donc les étudiants vont reconstituer en croisant les archives, en s'intéressant directement aux objets, aux traces aussi laissées sur les objets, à une forme de biographie de l'objet, et ça permet du coup de mieux connaître ces collections, de mieux connaître leurs collectionneurs, et aussi de donner un nouvel éclairage sur ces collections qui est celui de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire des pratiques de collection, et qui permet aussi de réintégrer la place que l'archéologie occupait dans la société au XIXe siècle, au XXe siècle, à différentes périodes historiques. Dans un musée, il n'y a pas que les objets, mais il y a aussi les archives qui vont avec les pratiques de collection ou avec les campagnes de fouilles qui ont eu lieu au cours du 19e et du 20e siècle et du 21e siècle, évidemment. Donc au Lathénium, on conserve ces archives, et ces archives ont une valeur scientifique extrêmement importante parce qu'elles permettent aux archéologues
d'une part, de raconter l'histoire de leur discipline dans une perspective d'histoire des sciences, en travaillant sur la correspondance des archéologues et des chercheurs avec qui ils ont eu des échanges, mais aussi en s'intéressant à la façon de dessiner les objets, par exemple, à la façon de représenter des sites archéologiques. Ces façons de représenter les choses et de documenter des sites archéologiques et des découvertes archéologiques a changé au cours du temps. Et l'histoire de l'archéologie s'intéresse à ces changements, aux changements de problématiques aussi, aux liens entre l'archéologie et le politique, par exemple, à tout ce qui a pu motiver une démarche archéologique. Et puis, il y a un autre aspect qui est extrêmement important dans l'étude de ces archives, c'est le fait qu'on peut être amené à réétudier, après de nombreuses années, un site qui a été fouillé, qui a été documenté à un moment donné de l'histoire et auquel on est susceptible de se réintéresser. Et c'est évidemment une façon d'envisager l'archéologie comme une démarche réflexive que de s'intéresser à son histoire et de retourner dans ces documents d'archives, dans ces carnets de fouilles, dans ces dessins, dans ces stratigraphies qui ont été dessinés au 19e, au début du 20e siècle. Ce qui vaut pour l'Athènes vaut aussi pour la Baume du Four. Cette grotte qui a été découverte à la fin du 19e siècle, elle a été fouillée pour la première fois en 1871, et à différentes époques, elle a été refouillée, notamment au début du XXe siècle, et les archéologues y ont vu des choses différentes aux différentes périodes auxquelles ils s'y sont intéressés. Donc ça montre bien que c'est pas parce qu'on interprète une fois un site qu'on l'interprète une fois pour toutes. On peut revenir sur les fouilles. Alors on peut pas reproduire la fouille elle-même à l'endroit où on a déjà fouillé, puisque l'entreprise archéologique détruit les niveaux archéologiques, les sédiments, etc., la couche archéologique. Donc ça, on ne peut pas reproduire. Par contre, on peut faire des sondages dans d'autres lieux, dans cette grotte notamment, et surtout, on peut se fonder sur la documentation archéologique qui a été produite par les archéologues de l'époque pour comprendre ce qu'ils ont vu, pour comprendre comment ils ont décrit les couches, et pour s'inspirer peut-être des interprétations qu'ils ont pu faire du site, mais avec des problématiques actuelles, avec des outils méthodologiques aussi qui ont pu se développer plus tard. Je pense notamment à toutes les questions de datation pour lesquelles on n'avait pas de moyens à l'époque. Aujourd'hui, on a des outils de datation qui permettent d'avoir des résultats très précis et du coup qui nous permettent de faire des corrélations entre les niveaux archéologiques fouillés, le mobilier archéologique et d'autres types de vestiges. Donc sur ce dessin, on voit le fond de la grotte avec les gros blocs qui recouvrent ce sol et des points qui correspondent, par exemple pour le rouge, on peut voir que ça correspond au foyer. On a retrouvé plusieurs foyers en stratigraphie. On a retrouvé aussi des objets en bronze, ils sont indiqués en vert sur le dessin, des squelettes aussi humains par des cercles jaunes. Tout ça montre que cette documentation archivistique, elle est fondamentale pour le travail archéologique, et y compris pour le travail archéologique d'aujourd'hui, et y compris pour les archéologues qui font de l'archéologie de terrain, et pas uniquement pour les archéologues qui s'intéressent à l'histoire de l'archéologie ou à l'histoire de leur propre discipline.